Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Avant de lancer un projet IMO, que ce soit en locatif ou en marchand de biens, il est crucial d'apprendre à modéliser les paramètres de son investissement. C'est ce qu'on avait fait, rappelle-toi, dans l'atelier 65 avec Sylvain, un atelier modélisation de l'investissement immobilier locatif. Il y a eu un franc succès, vous étiez nombreux à avoir téléchargé le Google Sheet qui venait avec la session, qui est toujours disponible d'ailleurs sur investisseur-avec-un-s40.com/A65. Et Sylvain revient dans cet atelier, dans l'atelier du jour, pour nous parler d'achat-revente cette fois, pour t'aider à modéliser ce genre d'opération. Dans cet atelier du jour, on voit deux cas d'études, notamment un appart à Paris dans le 11e à rénover intégralement, acheter 7 000 € du mètre carré, et un immeuble de 10 appartements et un local commercial en Seine-et-Marne à Croissy, proche Disney. Au travers de ces deux cas, on passe en revue les différents coûts, les mauvaises surprises qu'on peut voir et qu'il faut anticiper pour éviter de rogner trop sa marge sur ce type de projet. Et le résultat de l'analyse, tu vas l'entendre, est assez surprenant sur au moins un des cas. Dans le même esprit que le dernier atelier, Sylvain partage avec toi toute transparence le Google Sheet qu'il utilise dans la session du jour, qui sera disponible donc sur www.investisseur-avec-un-s40.com/A71 comme l'atelier 71. Allez, sur ce, on part sur notre session de modélisation d'un deal achat-revente avec Sylvain. C'est parti. Hello, bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier. Salut Sylvain, comment vas-tu ? Salut Paco, ça va et toi ? Ouais, très bien. J'ai coupé un peu abruptement la musique. Là, on était bien parti, mais il faut savoir être à l'heure quand même. Super. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous pour ce live spécial montage de business plan marchand de biens. Alors, vous connaissez tous Sylvain, évidemment. On a fait un super atelier sur l'investissement locatif. Beaucoup de gens m'en parlent encore, notamment grâce au partage des Google Sheets, de la modélisation que tu nous as fait, Sylvain. Donc, c'est chouette qu'on puisse aujourd'hui voir un autre pendant de l'investissement IMO, l'achat-revente, et l'idée c'est de partager, je vais te laisser en parler, un peu faire de la modélisation, mais côté marchand de biens. Ouais, carrément. Tu veux que je partage mon écran peut-être ? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Tu me dis. Alors du coup, aujourd'hui on va faire deux cas d'études sur la partie marchand. On va étudier deux projets. Et en fait, on va monter ces projets, on va étudier ces projets comme si on se positionnait, bien évidemment, pour faire un achat-revente. Et on a deux projets à l'étude. Donc, on a un premier projet à Paris. Donc, il y a plein de gens qui vont se reconnaître, qui voient parfois des opportunités passer, qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup de le faire en marchand ? Ou est-ce que finalement, et quelle sera ma marge ? C'est quoi les choses à regarder ? C'est quoi les différents coûts à prendre en compte quand on fait l'analyse, le BP ? Puis après, on fera un deuxième projet plutôt sur un immeuble, pour le coup, que j'avais étudié à l'époque, qu'on avait étudié avec mes associés dans le 77, un immeuble sur lequel on fait une mise en copro, etc., avec 10 appartements, etc. On commence tout de suite avec ce fameux appart à Paris, hop, et qu'est-ce qu'on regarde ? Donc, comme la dernière fois, j'ai plusieurs onglets, donc on commence d'abord par ce premier onglet où on va vraiment rentrer dans ce fichier Excel, finalement, toutes les données de ce fameux premier cas d'étude. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a un appartement dans le 11e à Paris, d'accord ? Il fait 50 mètres carrés. Bon, très bien. Rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e. On est au deuxième étage. Pourquoi je mets ça ? Parce que voilà, on n'a pas de décote ou de surcote parce qu'on est au rez-de-chaussée ou est-ce qu'on est au dernier étage d'ascenseur. On prend le cas un peu basique, on va dire. Et là, on se dit, on achète à 7 000 du mètre. Donc, on achète à 350 000 €. Donc, sur le papier, ça ressemble quand même à une très belle OP. En tout cas, à Paris, acheter à 7 000 aujourd'hui, ça fait rêver pas mal de monde. Je mets le détail des charges quand même, on y reviendra tout à l'heure dans le BP, mais on a 80 € par mois de charges de copropriété, ce qui est assez classique. On a une taxe foncière à 500 € par mois, ce qui reste aussi assez classique. On a tout à rénover, il faut pas non plus rêver, on achète à 7 000 du mètre, c'est pas un bien qui a été rénové récemment. Et on n'a pas de défaut majeur, donc on prend vraiment le cas un peu basique, où on achète juste de manière décotée, à Paris, intramuros dans le 11e. Donc voilà le BP. Donc je vais vous décrire un peu chacune des lignes de ce BP. Donc bien sûr, on a un prix de présentation, et comme on passe souvent par une agence, on a un prix FAI, frais d'agence inclus. Donc on achète à 350 000 €. Là, dans cette colonne ici, on va avoir les prix, en général au mètre carré, d'accord. Mais on a, l'agence se fait un peu plaisir, ils prennent 20 000 € de frais d'agence. Donc, en fait, finalement, on achète à 330 000 net vendeur. Pourquoi je fais le détail entre le prix FAI et le prix net vendeur ? Parce que les frais de notaire, qui sont d'ailleurs décotés, on va y revenir sur la partie marchand de biens,
ils sont calculés bien évidemment sur le prix net vendeur et pas sur le prix FAI. Donc les frais de notaire sur la partie marchand, attention, bien évidemment, si vous avez une société de marchand de biens, vous n'allez pas appliquer des frais de notaire si vous achetez en nom propre, quoique certains le font. Et là, vos risques et périls, mais bon, avec une SS, en tout cas une société de marchand de biens, vous avez des frais décotés, des frais de notaire décotés. Vous ne payez pas les 7, 8, 8,5% en fonction du type de bien et de la localisation. Vous allez payer en général, il y a une formule, vous pourrez prendre le fichier, etc., mais 3% ou un peu moins de 3% en général, ça va dépendre de plein de paramètres. Donc là, on voit que sur ce projet-là, on paye 9 300 € de frais de notaire. Très bien. On a tout à rénover, on est à Paris Intramuros, 1000 €, c'est plutôt un bon prix pour des rénaux d'ailleurs, à 1000 € du mètre, mais voilà, on considère, voilà, on n'a pas encore fait passer d'entrepreneur, mais on se dit, voilà, a priori, on va mettre un billet de 50 000 € pour une réno d'un 50 mètres carrés à Paris Intramuros, parce qu'on fait les choses bien, et une fois de plus, c'est des prix plutôt intéressants. Aujourd'hui, on a plutôt des rénos à 1000, 2003, mais prenons le cas optimiste, à Paris Intramuros, au 2e étage, on va faire, on va dire, une réno de 1000 € du mètre. Alors, ici, étude de sol, c'est quand on a des terrains à bâtir, à détacher, etc., ou pour un permis de construire. On n'a pas le cas, bien évidemment, on achète un appart à Paris. On a, alors c'est pas grand-chose, mais prenez toujours tous les coûts en données en entrée dans votre BP. L'assurance habitation, là on voit en gros, sur une assurance habitation, vous allez payer à peu près 1,50 € du mètre carré, donc ça nous fait 75 € par an. D'accord, on prend tout en compte. Hein. Il vaut mieux tout prendre en compte et pas avoir de mauvaise surprise que de se dire 100 € par-ci, plus 1000 € par-là, plus 800 € par-là, ça vous fait vite 2, 3, 10 000, 15 000 et parfois beaucoup plus en moins sur votre marge. Les diags, alors on prend toujours en compte, on sait qu'on va faire une réno. Là, j'ai pas pris en compte, j'ai pas précisé s'il y avait une isolation à faire en fonction du DPE, etc. On va pas rentrer ultra dans le détail, mais prenez toujours en compte un petit diag, surtout sur un appart, ça va vous coûter 250 €. Voilà, c'est des petits frais quand même à prendre en compte. Ça, On n'a pas de frais de géomètre. C'est pour la revente de toute façon où il va falloir pour le client avoir ça, quoi. Ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Même s'il y a des diags qui ont été faits dernièrement, etc. À partir du moment où on a fait une réno, c'est quand même bien d'avoir effectivement des nouveaux diags. Donc prenez en compte quand même ce coup-là. Il faut tout mettre. Là, vraiment le mindset du marchand de biens, c'est pas de se dire on va enjoliver les choses et finalement ça me fait rêver quand je vais me coucher le soir. Je me dis trop bien, je suis à 7 000 € du mètre et puis ça va le faire. Non. Là, on est là pour pas perdre d'argent et en gagner. Donc on met tout, même si on se dit tiens, je vais devoir aller boire un coup avec, à la limite il faudrait mettre, je vais boire un coup avec l'agent immobilier 3 fois, je vais mettre 75 € parce que chaque fois ça va me coûter un peu d'argent. Il faudrait tout mettre. Voilà, on veut vraiment prendre en compte tous les coûts de notre opération. Ensuite, bon, on n'a pas de mise en copro parce qu'on est déjà dans un immeuble en copro, donc on n'a pas de frais de géomètre pour établir un EDD ou un DTG. Donc EDD est un descriptif de division, DTG diagnostic technique global, ça on le fait pas. Ils sont déjà bien évidemment en place dans la copro actuelle. Taxe foncière, charge sur un an. Alors j'ai pris, effectivement, c'est ce que je disais, donc on va avoir à peu près 80 € de charge par mois et une taxe foncière à 500 € par an. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? Il faut toujours se positionner, est-ce que je vais avoir un portage long ou pas? On est sur un appart parisien, il y a quand même beaucoup de liquidités, c'est un secteur quand même qui est très demandé, en plus on est dans le 11e. On va prendre plutôt un coût de portage, enfin un portage sur un an. Donc là, typiquement, alors j'ai arrondi à 1500, ça fait un peu moins, 1460, mais voilà, prenez en compte le temps de portage. Si on est sur un immeuble où il y a des lots qui sont habités, qui sont loués, où on sait qu'on va avoir un portage un peu plus long parce qu'il faut faire il faut donner une indemnité d'éviction, on va avoir une partie de négociation avec les locataires, ça peut prendre quelques mois, 6 mois, 1 an. Il faut peut-être prendre un portage de 2 ans. Là, c'est plutôt cohérent sur un appart parisien de se dire, allez, on va porter le projet 1 an, et 1 an, c'est plutôt pessimiste d'ailleurs, parce qu'on va avoir une réno, grosso modo, de 3 mois, dans ces eaux-là, 3-4 mois peut-être, si on est un peu lent. Et derrière, on va avoir, allez, on prend 6 mois de commercialisation, parce que entre le temps, normalement, on devrait avoir une offre assez rapidement, mais on sait jamais. Si on patine un petit peu, prenez 1 an, on est large, et c'est très bien. C'est-à-dire qu'on préfère avoir un buffer, un coussin de sécurité, avoir une bonne surprise à la fin, et d'ailleurs, on voit en fonction de notre marge. Assurance dommage ouvrage, on n'en prend pas sur des travaux de réno simples en tout cas. Attention, il y a des banques qui peuvent vous obliger à prendre une assurance dommage ouvrage, et ça c'est assez chiant. Bon, pour le coup, là sur notre appart parisien, a priori, ça dépendra des banques, mais une assurance dommage ouvrage, ça peut vite chiffrer, ça peut vite être 2, 3, 4 000 €. Donc ça, renseignez-vous, voyez un peu si vous devrez mettre en place une assurance dommage ouvrage. Je pense pas. Voilà, en tout cas sur cet appart parisien, ça devrait le faire. Pas de notaire pour la rédaction du RCP. Pour le coup, on y viendra tout à l'heure sur le deuxième cas d'étude
où on verra les coûts associés à une mise en copropriété, mais là, pour le coup, il y a déjà une copro. Pas vraiment de plan. On pourrait se poser la question de dire, tiens, est-ce que on va faire des plans pour le futur acquéreur? Bon, une visite à Paris, l'appart sera rénové, c'est assez facile de se projeter. Quand on va en plateau, là, on peut se poser la question de se dire, tiens, on fait des divisions. En gros, on n'a pas vraiment encore fait totalement la division. Les gens ont du mal à se projeter. On peut faire des plans projetés pour montrer où sera la salle de bain, la chambre, avec une déco un peu stylée. Là, c'est pas le cas. On va en appart à Paris, on met pas de budget sur les plans. Pas vraiment d'architecte. Bon, géomètre, on en parlait déjà là-haut, mais pas vraiment d'architecte non plus. À moins vraiment de se dire, je suis sur une niche un peu luxe, premium, et je veux faire vraiment une déco incroyable parce que je m'adresse à une clientèle, je sais pas, de Russes ou d'Émiratis. Et dans ce cas-là, ça peut faire du sens vraiment d'avoir des prestations ultra quali. Là, on a un appart dans le 11e, a priori de 50 mètres carrés, où on va pas attirer des oligarques russes, quoi. Donc, pas vraiment de besoin d'architecte à ce niveau-là. Maîtrise d'œuvre, on peut, si on habite à Paris, passer de temps en temps. Et de toute façon, si on est en confiance avec l'entrepreneur, on n'a pas vraiment besoin de maîtrise d'œuvre, je pense. Mais à voir, ça peut se discuter. Si vous êtes loin, si vous avez besoin de quelqu'un sur place, pourquoi pas, prenez un poste sur la maîtrise d'œuvre. Alors ça, c'est à voir, mais ça se paye en général en pourcentage du montant des travaux. Donc vous pouvez payer 6, 8, 10%, ça dépend un petit peu du montant des travaux. Pas d'Enedis, pas de Veolia ou de SOR. On a déjà les compteurs électricité, les compteurs d'eau, on fait pas de division, etc. Donc là, pas de poste. Donc qu'est-ce qu'on voit? Alors c'est pas exhaustif, hein. Parfois en fonction des projets, on va avoir plus de postes ici, mais pour le coup, il y a quand même pas mal de postes. On pourra en rajouter au cas par cas, mais là je pense que on a déjà une belle idée de qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on étudie un projet. Alors qu'est-ce qu'on a? Du coup, on a un premier total ici, c'est le total du projet hors frais bancaires, et c'est un point important. Et beaucoup de gens qui se posent la question de faire du marchand font un calcul ultra simpliste de dire j'achète à 7 000, je revends à 10 000, j'ai 3 000 euros de marge, donc je fais 3 000 euros fois 50 mètres carrés, bim, 150 000 euros. Facile, j'en fais un par an et je suis riche. Non, là on prend pas en compte les frais bancaires. Donc 411 000 sans frais bancaires, on fait un petit calcul basique pour essayer quand même de se projeter, parce que parfois on a des projets à l'étude et on n'a pas l'apport suffisant. Les banques aujourd'hui, en tout cas si vous financez auprès de banques, elles vont quand même vous demander un apport assez important. Sur la partie marchand de biens, on est dans les services professionnels des banques, on va pas vous demander 5% d'apport, très clairement. Et surtout si vous êtes en début d'activité de marchand de biens, dans ce cas-là, il va falloir un peu montrer patte blanche et montrer que vous avez un peu les reins solides. Donc d'ailleurs, ça peut monter à 30-35% dernièrement. Donc là, j'ai pris le cas un peu basique, on va dire des 25% d'apport. Toi, je sais pas, Paco, d'ailleurs, combien tu mets d'apport Autour de sur tes 20, projets quand ouais. tu finances avec les banques? Ouais, autour de 20 à peu près. Autour de 20? Bon, d'accord. Mais ta première OP, t'as pas mis un peu plus? J'ai mis ouais, peut-être à 22, quelque chose comme ça. Mais c'était quand même déjà bien pour une Bon, première OP. d'accord. J'étais assez surpris que ça soit aussi conciliant. Ouais. Ouais, c'est vrai, hein. T'as des bons partenaires parce que je sais que les banques portugaises type Caixa, BCP, qui accompagnent en général les marchands qui sont un peu nouveaux, on va dire, hein, dans leur activité, ils demandent plus souvent 25 à 30%. Bon, bref, voilà. Donc là, ça nous permet quand même de se dire, tiens, est-ce que j'ai les 100 000 euros? Est-ce que je dois aller voir une boîte de crowdfunding, etc. Bon, on va pas rentrer dans le détail du crowdfunding parce qu'il faudrait prendre en compte le coût du crowdfunding aussi, hein. Ça se rapproche des 20%. Donc on aurait un coût si on passe par le crowdfunding et qu'on met zéro d'equity, on aurait 20 000 euros en plus sur le BP à payer. Bon, là, on se dit qu'on passe par une banque. Très bien. Donc, on a 100 000 euros d'apport. Est-ce que je les ai? Est-ce que je les ai pas? Est-ce que je me mets à poil pour faire ce projet? Bon, ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Ensuite, très important, ça, c'est des choses que les gens ne regardent pas trop et ils se disent, je vais faire mon prêt à la banque et ça va le faire. On a des coûts associés à un prêt marchand qui sont beaucoup plus importants. Les frais de dossier, typiquement, commission d'engagement, garantie bancaire, qui sont en général de 1% chacun et qu'il faut prendre en compte. Donc là, tout de suite, si on prend pas ça en compte, on a 9 000 euros dans le vent. On n'a pas pris en compte ces 9 000 euros. Donc finalement, ça nous fait un coût total du projet à 420 000 euros. D'accord? Mais ça, c'est sur la partie acquisition et début de portage hors frais financiers. C'est-à-dire que là, on signe chez le notaire, on sait qu'on va au moins dépenser ça, et après, en fonction du coût de portage, pas du coût de portage, de la durée de portage en réalité, on va vite voir que les frais financiers, plus longtemps on met à vendre, plus on paie de frais financiers. C'est pour ça que la stratégie un peu classique et idéale pour tout marchand de biens, c'est de revendre très très vite. Parce qu'on verra tout à l'heure, ça fait une grosse différence si on revend en 2-3 mois ou si on vend en 1 an ou 2. Et forcément, intervient à ce moment-là la pré-commercialisation. Alors dans le cas d'un appart parisien où
Une précom. Alors, précom, c'est quoi? C'est que dès qu'on a signé la promesse de vente, en réalité, on peut commencer à commercialiser. Il faut bien sûr mettre dans la promesse de vente les autorisations de passer sur place, de commercialisation, etc. Mais on peut le faire. Et ça nous permet de gagner du temps. Et d'ailleurs, c'est la fameuse, c'est pas une légende, mais il y a pas mal de marchands de biens qui arrivent à faire l'achat et la revente dans la même journée. Le matin, ils achètent l'appartement et l'après-midi, ils revendent parce qu'ils ont déjà eu des offres pendant la durée de la promesse qui sont acceptées. Ils font derrière d'ailleurs une promesse unilatérale de vente à ce moment-là. Et ça leur permet de revendre, d'acheter et de revendre. Et donc là, pour le coup, le coût de portage, il est de zéro, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on va avoir quelques jours de portage. Et la banque est assez contente aussi, même s'ils prennent pas les frais financiers. Dans ce cas-là, pour un marchand, c'est quand même très intéressant. Donc on a un coût total à 420 000 euros. Sur l'aspect financier, juste, ça me fait penser, tu sais, les 20, 25% ou 30%, c'est vrai que ça dépend des banques. Il y a un autre truc aussi qu'il faut regarder, c'est les frais, justement, les fameux frais financiers, à quel point ils peuvent être intercalaires ou pas, ou cash ou pas, en fait, parce que moi, avec la Kesha notamment, il y a un gros montant, mais tout est cumulé, et je le paye, ces frais financiers, qu'à la fin de l'opération. Donc ça a un impact en termes de gestion de la marge sur le tableau que tu montrais, mais pas forcément en termes de gestion de trésor. Par contre, ce qui est vraiment important de voir, c'est si la banque demande des intérêts payés cash tous les trimestres, par exemple, c'est pas la même en termes de gestion de trésor. T'as non seulement le frais FI, donc ça impacte ta renta, mais en termes de trésor, il faut que tu sortes du cash à la banque. Donc ça dépend aussi des banques. Il y a des banques, voilà, il faut faire attention à ça, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et tous les 3 mois. C'est-à-dire qu'effectivement, alors souvent, ce que font les banques type Caixa, c'est-à-dire que si tu as un projet, par exemple, j'ai dit une bêtise, 500 000 euros, et qui se disent, OK, a priori, tu vas porter le projet pendant 1 an. Souvent, ils vont te faire un crédit un peu supérieur, une enveloppe un peu supérieure que ce qui devait être financé, donc les 75% si tu mets 25% d'apport, en se disant, au moins, on couvre, 6 mois, 1 an de frais financiers. Donc, effectivement, tu n'auras pas cet effort de trésorerie à mettre en place. Mais ça a une limite. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dépassé et qu'ils ont pioché finalement dans ton crédit pour payer les frais financiers, derrière, c'est quand même de ta poche. Donc, effectivement, c'est un peu les vases communicants, on va dire. Mais à prendre en compte, effectivement, dans la gestion de trésor, parce que dans les 100 000 euros d'apport, là, dans notre projet, en réalité, 112 000, parce que vous voyez bien que ici, on a un apport avant les commissions, et les commissions, vous les financez pas. Hein. Donc, tout ce qui est frais de dossier, etc., c'est en plus. Donc, on avait 102 000 plus les 9 000 euros de frais financiers, 112 000 euros. Donc, apport total du projet. Donc, on finit à 27% sur le projet, tu vois, d'apport. Mais ça, c'est ça, on prend en compte les futurs besoins en trésorerie. Si on commence à prendre du temps pour revendre, parce qu'on n'a pas les sorties, c'est un secteur pas liquide, etc. Donc, potentiellement, il faut pas se dire, j'ai 113 000 euros sur mon compte, parfait, l'OP, elle est nickel, je vais m'en sortir. Ou alors, on est vraiment sûr de notre coup. Mais bon, c'est quand même un risque à prendre, il faut faire attention. Donc là, on a un appart, 50 mètres carrés, et du coup, on a un prix produit fini, entre guillemets, parce que ça prend pas en compte les frais financiers, on le verra tout à l'heure, de 8 400. Donc tu vois, on a acheté à 7 000, on n'a pas fait grand-chose, hein. On a juste fait des travaux, on paye les quelques charges, la taxe foncière, 2-3 bêtises, etc. On monte à 8 400, d'accord? Donc là, une fois qu'on a eu ces données d'opération en entrée, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder le détail des lots. Donc là, c'est le cas, c'est mon cas un peu, c'est notre BP un peu basique où on peut avoir plein de lots, plein de commerces, etc. Là, on n'a qu'une ligne, bien évidemment, on n'achète qu'un appart. Et là, qu'est-ce qu'on remet? On met la surface en mètres carrés, on a 50 mètres carrés, on met le type quand même, parce que ça peut avoir une vraie importance tout à l'heure quand on verra le prix de sortie. Si c'est un T2 ou un T5 dans le 11e, on va pas payer le même prix au mètre carré, on va pas revendre au même prix au mètre carré. Vous savez qu'il y a cette loi dans l'immobilier qui est assez classique de dire les petites surfaces sont plus chères au mètre carré par rapport aux grandes surfaces. Donc là, prix au mètre carré, on va y revenir. Prix total, 500 000 euros. Donc ça, c'est notre prix de sortie. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est cette fameuse cellule-là. Les 10 000 euros du mètre carré. Alors, comment on fait? Je suis pas allé sur DVF pour estimer le prix de sortie à 10 000 euros du mètre carré. Mais c'est une très bonne pratique d'aller voir sur DVF, effectivement. Donc là, dans ce cas-là, sur DVF, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur DVF, vous prenez à Paris, en plus, il y a énormément de transactions. Vous prenez à 300 euros un rayon de 300 mètres, aux alentours de l'adresse, de la rue Jean-Pierre Timbaud. Et vous regardez les biens entre 45 et 55 mètres carrés. Vous prenez 10% en dessous et au-dessus en surface. Et vous regardez les dernières transactions, mais pas les dernières transactions depuis 10 ans. Parce qu'on sait que ça peut être un peu volatile, même si on reste à Paris. Donc on va regarder, et comme c'est un secteur très liquide avec beaucoup de transactions, on regarde sur les 6 derniers mois, ou 3 derniers mois si on a assez d'occurrences. Et là, on va effectivement faire une moyenne, parce que sur DVF, on ne sait pas si c'était des biens à rénover ou des biens rénovés qui sont en vente. Et on va vraiment se poser la question de dire, c'est quoi la moyenne? Et est-ce que j'ai vraiment la possibilité de vendre à 10 000 euros par exemple?
Mais ce que je vais faire, c'est que je vais également aller là pour faire l'exercice, bien ici, parce que c'est plus simple pour voir les prix au mètre carré, et je vais regarder dans le 11e. D'accord? Hop. Et dans le 11e, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder les surfaces, comme je l'ai dit, entre 45 et 55 mètres carrés. Hop. Je vais regarder que les apparts, parce que ça m'intéresse pas les lofts et les hôtels particuliers. Bon, très bien. Et on va zoomer sur la rue Jean-Pierre Timbaud, qui est juste ici. Ok. Donc on voit qu'il y a quand même quelques biens en vente. Très bien. Et un peu l'intérêt de bien ici, c'est que sur ce loger, il faut aller cliquer sur l'annonce pour voir le prix au mètre carré. Là, c'est assez simple. On met la souris dessus, on voit le prix au mètre carré. Donc là, on voit qu'on a un bien à 9007 du mètre, 55 mètres carrés. Là, on a un autre ici à 10005. Là, on en a un à 11003. Là, on a 8750. Ok, on va aller regarder un petit peu. Un à 11000. Et puis, si on regarde un peu aux alentours, 9006, 10002. Hop, on va pas aller trop loin non plus. 7009, ok, 11002. Allez, on va cliquer quand même sur le plus cher parce que ça m'intrigue. 11003. Pourquoi il est à 11003 celui-ci? Ben, on voit qu'il est quand même nickel. Par ailleurs, ça vient de Maurice Immobilier, donc il faut peut-être se méfier un petit peu de la véracité de l'annonce. Voilà, sans être trop, sans faire de diffamation. On peut avoir des mauvaises surprises avec cette agence. Bon, il est cher, mais voilà, il faudrait appeler pour vérifier est-ce qu'effectivement c'est une vraie annonce. Et là, on en a un qui est vraiment pas cher. Alors, il faut se poser la question, pourquoi il est que à 8007 du mètre? Parmentier couronne, très bien. Qu'est-ce qu'on voit? Puis le bien. Ça ressemble à un rez-de-chaussée éventuellement. Est-ce que c'est pas... Ouais, ah bon, ok. On comprend qu'il y a une surface en sous-sol, donc ça explique certainement la décote. Il est très beau, par ailleurs, cet appart, mais on a l'air d'être en rez-de-chaussée et il y a une partie au sous-sol. Donc voilà, ça explique notre décote. Donc finalement, si on fait vraiment un travail à l'arrache et qu'on n'est pas allé voir sur DVF, les 10 000 euros que j'ai mis sur mon prix de sortie, il est pas ultra déconnant. C'est-à-dire qu'on peut avoir une bonne surprise, mais finalement, on pense que c'est 10 000 euros du mètre carré pour un 50 mètres carrés. Hein. Je sais qu'il y a des commentaires qui vont dire, attends, le 11e, ça vaut 11 000, 12 000. On est sur un 50 mètres carrés, qui est une surface pas bâtarde, mais bon, qui est moins cher qu'un 22 mètres carrés, très clairement, ou qu'un 15 mètres carrés. Donc on se dit, allez, c'est 500 000 euros en prix de sortie, c'est pas bête. Bon, on continue de dérouler l'analyse. Une fois qu'on a regardé les prix de sortie éventuels, mais ça là je le fais très vite, mais il faut prendre beaucoup de temps sur ces prix de sortie. Hein. C'est le nerf de la guerre. Hein. C'est-à-dire que il faut bien acheter, mais il faut surtout bien évaluer ses prix de sortie. Si on vend à 9000, vous allez voir, c'est pas tout à fait la même. Donc qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, on va calculer notre marge. D'accord? Donc on a toujours un cas d'étude, c'est nos fameux 10 000 du mètre carré, on vend à 500 000, mais on a toujours un cas pessimiste, un cas optimiste. Parce que on va quand même s'amuser un petit peu, encore plus à Paris, on sait jamais. Si on fait une belle déco, on n'est pas à l'abri d'avoir une très bonne surprise et de vendre à 11 000 du mètre. Mais le cas pessimiste, il est intéressant à étudier aussi, parce que si on vend à 9 000, qu'est-ce que ça dit? Comment on finit en termes de marge? Donc là, on a notre prix de vente sur cette ligne-là. Ne pas oublier, alors oui, on peut raboter un peu les coûts et on peut le faire une vente nous-mêmes si on habite à Paris, mais dans un BP un peu classique, surtout si on n'habite pas sur place et qu'on a plusieurs lots, par exemple sur un immeuble, qu'on va pas faire 10 visites par semaine et par ailleurs on a une activité perso, salariée, il faut quand même prendre en compte ces fameux, alors là j'ai mis 4%, ça varie, ça peut être un peu moins, etc. Mais en général, on n'est pas trop loin de la vérité quand on prend en compte 4% de frais d'agence. Donc on a notre prix net vendeur, c'est une soustraction assez basique, et les intérêts. C'est nos fameux frais financiers. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette cellule? On a 3 plus 3,5%. Alors, d'où ça sort? Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir le Euribor 12 mois. Hop, le Euribor 12 mois, il est à combien? Hop, 26,09. Bon, il est à 2,75, d'accord? Il a bien baissé. Tu vois, il y a 2-3 jours, j'avais regardé, je m'étais mis à 3%, mais il a quand même bien baissé dernièrement. Pourquoi Euribor 12 mois plus 3,5? Parce que c'est des conditions qui sont plutôt classiques, c'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que les crédits marchands, on va avoir une base de Euribor par exemple, et ils vont nous appliquer en fait un taux. Donc souvent on est Euribor plus 2, 2,5, 3, 3,5%. Moi j'ai pris le cas des 3,5%, c'était le cas pour ma première opération de marchand. J'avais Euribor 12 mois plus 3,5%. Donc on va quand même ajuster, on va dire qu'on est à 2,7. Alors sachant que c'est dynamique, hein. C'est-à-dire que si on est sur une période de hausse des taux et qu'on a monté un BP sur des taux de l'époque, hop, tu vois, si on a commencé notre OP en janvier 2022 où on avait des taux négatifs et on prend en compte des frais financiers du coup à 3% et qu'on a une augmentation des taux, votre banque elle va pas vous dire on s'est basé, c'est pas des taux sur du locatif où les taux ils restent fixes, hein. C'est-à-dire que c'est des taux variables. C'est-à-dire que si vous avez acheté en janvier 2022 à moins 0,5 sur le Euribor et que vous revendez en août 2024,
Entre-temps, vous avez payé pas mal votre taux, il a doublé, hein, grosso modo. Donc, à prendre en compte, essayer de se positionner sur la dynamique de taux. C'est jamais simple à faire, mais là, on voit bien qu'on est sur une dynamique plutôt baissière, mais c'est pas grave. On va pas faire un BP ultra compliqué en se disant on va perdre 1% tous les 4 mois parce que Christine Lagarde va baisser ses taux. On garde toujours le scénario, non pas pessimiste, mais on garde toujours ce coussin de sécurité. Il faut se positionner en se disant si j'ai une bonne surprise, je la prends. Ça me fera plus de marge. Mais je veux garder un scénario réaliste, en réalité. C'est ça qu'on fait. Donc là, on prend en compte nos intérêts. J'ai pris un portage sur 1 an. Donc j'ai fait un calcul tout simple, c'est-à-dire que j'ai pris mon montant de crédit et j'ai appliqué le taux. Si on fait sur 2 ans, on fait x2 bien sûr. Si on pense qu'on va le vendre en 6 mois parce qu'on est très sûr de nous et qu'on a envie de le faire sur 6 mois, on divise par 2 ce montant. Donc là, derrière, qu'est-ce qu'on a? Une fois qu'on a enlevé les frais d'agence, qu'on a enlevé les intérêts financiers, les frais financiers, ben on a notre marge, d'accord? Mais c'est une marge brute. Donc on voit que dans le scénario, dans le cas d'étude, on est à 40 000 euros de marge, grosso modo. Dans notre cas pessimiste, mais c'est juste à 9 000 euros du mètre. Hein. On a vu tout à l'heure sur Bien Ici, quand on avait des biens à 9 000 euros du mètre. Hein. Alors ok, il y avait des défauts, etc. Mais bon, voilà, il faut garder ça en tête, pardon. Et notre cas optimiste, on est à 90 000 euros. Là, c'est la belle histoire. On a vendu à quelqu'un qui y a eu un coup de cœur en réalité. Et dans ce cas-là, on a une belle marge. Alors, au-delà de la marge, il faut quand même prendre en compte d'autres choses. Parce que ça reste une marge brute. Hein. Derrière, vous allez payer aussi une RC Pro sur votre activité de marchand, si vous avez une société de marchand. Comptable, d'ailleurs, c'est des frais assez faibles que j'avais mis en place à l'époque, mais disons que vous allez plutôt payer 2005 sur un projet comme ça. Hop. Des frais divers, parce que on sait très bien, vous allez avoir des frais bancaires, vous allez avoir peut-être des agios si vous avez fait n'importe quoi sur le paiement des intérêts, vous allez avoir des frais à droite à gauche, prenez toujours 1 000 euros par là, c'est pas très bête. Tenu compte, pardon, les 50 euros je les ai mis là, et du coup on a un résultat. Donc, un résultat avant IS. On voit bien ici, donc moins 11 000, 36 000 et 84 000. Mais on paye de l'IS. Alors j'ai mis 25%, je me suis pas embêté avec le taux réduit à 15%. Mais voilà, si vous enchaînez les opérations, vu que vous allez faire 2-3 opérations en même temps, le taux réduit, il marche sur la première opération que vous allez déboucler, mais sur la deuxième, vous allez vite dépasser le montant de résultat pour avoir votre taux réduit. Donc prenez 25%, on reste dans la logique du buffer, du coussin de sécurité. Si ça marche à 25%, ça marchera avec 15% avec le taux réduit. Ok? Donc on a un résultat net de 27 000 euros sur notre cas d'étude. On peut perdre de l'argent, hein. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. Hein. On peut aussi perdre de l'argent. Et puis on peut aussi faire plutôt une belle OP. On en fait un par an comme ça sur un appart à Paris. On a vendu à quelqu'un qui a eu un coup de cœur. Mais basez pas votre analyse en se disant, allez, mon cas optimiste il est à 60 000 euros, je fonce. Non, non. Là en fait, votre cas d'étude, parce que vous avez bien étudié les prix de sortie, parce que vous avez regardé DVF, parce que vous avez appelé des agents du secteur, il faut passer. C'est pas j'ai fini le BP, je fais une offre. Hein. Ou alors je fais une offre à la casse, et dans ce cas-là, on peut s'amuser. Je dis, je l'achète pas à 350, j'achète beaucoup moins. Bon, après, on achète quand même à 7 000 du mètre. Mais si on achète à 300 000, hop, on achète à 6 000 du mètre. Ok, bon, c'est pas lié. Bon, peu importe. Peu importe. Pour le coup, c'est pas lié. Les formules sont pas liées. Mais bon, gardez en tête que avant de faire toute offre, ou en tout cas avant de commencer à négocier, il faut être sur notre coup. Et il faut se poser la question, est-ce que, là, du coup, ça me fait une marge de 10%, et on sait très bien que les marchands, alors Paris, c'est un peu particulier, mais le marchand, on va dire un peu basique, il va quand même chercher à partir de 20% de marge. Paris, on peut aller jusqu'à 15, on va dire. Et puis, si on est en région parisienne un peu loin ou en province, il faut assurer le coup, plutôt se positionner sur une opération à 25, voire à 30% de marge. Si on a 50, c'est encore mieux. Mais voilà, les projets un peu éligibles. Toi, tu vas me dire, Paco, sur tes projets, à combien tu te bases sur ta marge à partir du moment où tu commences à être intéressé par un projet. Je suis à peu près sûr que tu vises plutôt du 25% que du 10%, non, dans la zone dans laquelle tu cherches. Ouais, c'est ça. En fait, ça dépend. Moi, je le vois en fonction de la complexité du projet. Tu vois, la rénovation, quand il y a des travaux, c'est clair que ça implique des potentiels surcoûts auprès des entrepreneurs. Donc, je serais plutôt tenté à aller chercher du 20, du 20 au minimum 20%. J'irais pas à 10% là sur ce cas-là, par exemple le cas d'étude. Ouais, mais c'est pour ça. Ouais. Ouais. Et ça me fait penser, peut-être tu peux confirmer, mais la façon d'utiliser, dont tu utilises ce fichier, entre le cas pessimiste et le cas d'étude, j'imagine sur les colonnes 28-29, il faut anticiper le cas où, par exemple,
plus tu vends, moins tu vends cher, plus ça partira vite. Donc les intérêts seront moindres dans un cas pessimiste normalement, où le truc va partir plus vite, ce qui peut un petit peu compenser les choses. Et donc dans l'analyse, dans l'arbitrage de si j'y vais et si j'y vais pas, tu te dis, ou plutôt dans l'arbitrage du prix de sortie, j'imagine que t'estimes aussi les frais financiers liés à ça, parce que quand tu commences à avoir un bien qui est sur les bras depuis en portage 12 mois, 18 mois, c'est le moment de baisser le prix, et du coup on tombe sur le cas pessimiste, quoi. Ouais, alors c'est vrai, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que là, on est à Paris, effectivement, tu vas te poser la question de te dire, si au bout de 2 semaines, j'ai pas d'offre, c'est pas normal, je baisse mon prix. Si tu te retrouves dans une zone un peu moins liquide, et c'est assez fréquent, même en région parisienne, de te dire, c'est normal de pas avoir d'offre au bout d'un mois de commercialisation, tu vois. Et puis tu commences à faire des visites, et puis tu as une première offre, puis finalement tu te mets pas d'accord, et puis tu as une autre offre, finalement tu fais une promesse, le mec a pas son financement, et tu vois, donc en fait, il faut être assez, et ça reste dans la logique de dire, je prends mon coussin de sécurité. Je préfère me dire, quoi qu'il arrive, je vais porter sur 1 an, et peu importe le prix de vente, parce que tu vois là, si tu revends sur 6 mois, d'accord, donc tu divises par 2 finalement, donc tu as gagné 8 000 euros. En gros, allez, 9 000 euros. Donc tu restes quand même flat, hein. C'est pas, ça t'as pas changé ton BP du simple au double, hein. Enfin, c'est-à-dire que tu perds des 8 000 si t'avais porté pendant 1 an, puis tu vends au bout de 6 mois parce que t'avais un peu baissé ta culotte et t'as vu que ça partait pas, bah finalement tu finis à 0. Donc tu vois, c'est pas comme si le cas pessimiste, il devenait tout de suite super intéressant si tu portais que le projet pendant 6 mois. Donc bien à garder en tête quand même, ça fait une différence, mais c'est pas ça qui va te faire passer d'un mauvais projet à un super projet. La sensibilité prix, elle est énorme, quoi. Elle est plus grosse, quoi. Ouais, exactement. Énorme sensibilité prix. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde notre marge, très, très important sur les 3 scénarios. Et après, les petits calculs, tu sais que je suis friand de ces calculs-là. On peut aussi commencer à réfléchir sur un résultat net sur budget. D'accord? Donc, on va regarder notre résultat net sur le budget et surtout sur l'apport. Ça, c'est vraiment la chose qu'il faut regarder et tout investisseur doit avoir ça en tête, c'est de se dire, je mets 1 sur la table, je sors avec combien si l'opération fonctionne. Donc là, on se rend compte que on a mis finalement, c'est ça, 112 000 euros, d'accord? On a mis 112 000 euros et on gagne 25%, d'accord? Potentiellement sur 1 an. On est loin de la légende, ou en tout cas de ce que vendent la plupart des formateurs sur la partie marchand, qui te disent, tu fais une OP avec 20% d'apport, elle fonctionne très bien, tu fais 20% de marge, tu fais x2. Donc à chaque projet, tu fais x2 sur ton apport. Donc les calculs, les gens ont vite fait de calculer. J'ai mis 50 000 sur la première OP, je fais avec 100 000. Je mets 100 000 sur la deuxième, je pars avec 200. Et puis à la fin, tu tires la formule et tu as fini avec 10 millions dans 5 ans. Non, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. Comme tu as un levier, bien évidemment, ici, ta marge, si tu veux, et en tout cas ton résultat, il est plus intéressant. Enfin, si tu veux, ton résultat, ton rendement sur apport, il est intéressant, parce que c'est quand même cool de faire 25% sur une OP que tu portes pendant 6 mois, 1 an. Mais après, je vous présente aussi l'OP qui est pas foireuse, mais c'était un peu l'OP, le cas d'étude pour montrer aux gens qui vont regarder cette vidéo que même si on achète à 7 000 euros du mètre à Paris, en prenant toutes les précautions nécessaires, etc., on n'est pas sur l'OP de l'année. Pourtant, tous les jours, demain, je propose au lecteur du blog une opportunité à 7 000 euros du mètre à Paris, en la présentant comme une OP de marchand de biens, tout le monde va se ruer dessus. Sauf que c'est pas tant une belle opération que ça. Tu vois, ça c'était un peu pour faire mentir le truc un peu basique de se dire, tiens, le cas d'étude numéro 1 de Sylvain, il a l'air chambé, on achète à 7 000, on vend à 10 000, a priori je fonce. Bah non, en fait, il y a certainement mieux à faire, et peut-être pas à Paris, ou alors sur un autre mode, mais là, tu vois, typiquement, moi je vais pas sur cette opération. Tu vois, et ça va surprendre plein de gens. Et je sais pas toi si tirer d'ailleurs, mais non, mais c'est vrai que c'est contre-intuitif parce que tu dis j'achète 7 000 sur un marché à 10 000, je peux pas trop me tromper, quoi. Et pourtant, je regarde tes paramètres en revenant un peu sur le premier onglet là que tu avais mis, c'est vraiment pas tu t'es pas enflammé, tu vois, les coûts de travaux à 1 000 euros du mètre, c'est pas une prestation haute qualité comme tu disais. Je vois rien dans tes charges qui ferait qu'on était ultra pessimiste. Donc ça m'étonne aussi, ouais. Alors, on a pris des coussins de sécurité, mais une fois de plus, vous allez voir sur le deuxième cas d'étude, on préfère aller sur un projet à 20, 25, 30% de marge en ayant pris les coussins de sécurité,
en allant sur un projet à Paris, là, où on se dit on a 10%, et en plus, bon courage pour aller financer votre projet auprès d'une banque en présentant une marge à 10%. C'est ça que les gens voient pas non plus. C'est-à-dire qu'ils peuvent se dire, allez, 27 000 euros, c'est pas ridicule, c'est cool, hein, il y a plein de gens, enfin, 27 000 euros, c'est cool. En fait, peut-être que la banque, elle va vous dire, non, monsieur, ça marche pas. Vous avez que 10% de marge, on vous finance pas. Tu vois, et ça, c'est les gens, ils regardent pas aussi l'angle bancaire. C'est-à-dire que quand on analyse un projet pour soi, il faut quelque part aussi être convaincu du projet et se dire j'y vais parce que c'est un bon projet, mais se dire est-ce que la banque va être aussi convaincue par ce projet? Et là, je suis pas certain que les banques te suivent sur un projet comme ça, typiquement. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais présenter un projet à une banque de marchand, un projet marchand à une banque avec 10% de marge, je suis pas certain que ça passe. Même à Paris. Ouais, j'étais avec ma banquière justement Keisha hier et qui me disait que le seuil, eux, c'était 8%. Mais sachant que eux, attention aussi, parce que il y a deux façons de calculer la marge. Il y a la marge sur le prix de revient et il y a la marge sur le prix de vente. Et donc il y a aussi une différence. Donc leur 8% à eux de la Keisha, c'est pas en fait 8% forcément sur le prix de revient, c'est sur le prix de vente. Donc c'est plutôt il faut avoir au moins 10-12% pour présenter un truc qui soit finançable, quoi. Ouais. Non, effectivement. Donc gardons ça en tête. On veut être convaincu de notre projet, mais on veut surtout se dire est-ce que la banque va nous suivre? Et sur le papier, 27 000 euros, c'est cool. Sauf que peut-être qu'on va pas pouvoir faire le projet. Et si la banque ne nous suit pas, du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir trouver un moyen de se faire financer autrement que par les banques. Alors, ok, les banques, là, elles vont prendre 6,2%, donc on se dit c'est énorme. Mais aller mettre une obligation ou passer par du crowdfunding, je peux vous dire que ça va pas vous coûter 6%. Hein. Ça va vous coûter beaucoup plus. Donc voilà, la banque, ça reste quand même le moyen de se financer le moins cher, même s'il y a des frais de dossier, des commissions d'engagement, etc., les flux de trésorerie, le process est ultra lourd, etc. En termes purs de BP, la banque, ça reste le plus intéressant quand même. Après, il y a d'autres choses à prendre en considération. Mais voilà, en gros, pour moi, ce projet, il est KO. On passe au deuxième? Ouais. Allez. Donc on a un immeuble de rapport dans le 77. Croissy-Beaubourg, vous savez pas où c'est, mais c'est pas très grave. C'est un projet que j'ai effectivement étudié avec mes associés. On a quoi? On a 10 appartements vides et un bar, un commerce, donc vide. Donc on a 291 mètres carrés d'habitation, 40 mètres carrés de commerce. On achète à 680 000 euros. On a un compteur par appart, ça très bien. On est en monopropriété, donc c'est-à-dire que nous, on va devoir faire la mise en copro. On a des rénaux qui ont un devis qui a été réalisé pour à peu près 100 000 euros de rénaux dans l'immeuble. Et on a une taxe foncière à 3 000 euros par an. On n'a pas de charge de copro pour l'instant, on va devoir les calculer parce que s'il n'y a pas de copro en place, il n'y a pas de syndic, donc il n'y a pas d'appel de charge et de charge de copro. Donc on va tout de suite aller sur notre deuxième BP, Croissy. Ok, on fait le même travail que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a en entrée? Donc on a un prix d'achat à 680, l'agence qui prend 30 000, on paye 18 600 euros, je vais aller un peu plus vite, 18 600 euros de frais de notaire. Travaux, on l'a dit, on avait un devis à 100 000 euros. On n'a pas d'étude de sol, on détache pas de terrain à bâtir, on a une assurance habitation pour 1 an d'environ 430 euros, vous voyez, donc plus on a de surface, plus on va payer, donc c'est vraiment important de le mettre en place, de le prendre en compte. Diag, j'ai pas mis de diag, mais je pourrais effectivement, sur 10 apparts en plus ça fait du sens, pourquoi pas. Donc je pourrais mettre effectivement 2500 euros de diag. On a une partie mise en copro. Donc on a deux interlocuteurs quand on met en copro un immeuble. On a le géomètre et le notaire. Le géomètre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir sur place, il va prendre des mesures, etc. Et il va établir deux documents, le DD, le règlement de copro simplifié, et un DTG. DTG, c'est dire est-ce que la toiture est en bon état, la structure, les fondations, etc. Où sont les compteurs. Enfin voilà, ils vont établir, on va dire, une sorte de, pas de carnet d'entretien, mais une sorte de fiche d'identité de l'immeuble sur sa qualité, sa structure, et surtout à la fin du DTG, il y a un tableau qui est assez important, et surtout dans le cas d'une vente, il faut faire attention à ce que le géomètre va mettre. Parfois, il fait aussi des estimations des futurs travaux à venir, des travaux urgents à 5 ans, à 10 ans. Et donc ça peut être intéressant parce que c'est des documents quand vous allez revendre qui vont être donnés à vos acquéreurs. Et s'ils voient qu'il y a 100 000 euros de travaux dans les 5 ans, ils peuvent vous dire, c'était sympa, mais en fait, j'ai pas envie. Même si ça va être forcément en fonction de mes tantièmes et j'aurai une quote-part à payer sur les travaux, mais dès qu'on a des montants un peu importants, voire exorbitants, ça peut freiner, ça peut refroidir un acquéreur. Donc attention à ce DTG.
Donc ça, sur un immeuble comme ça va coûter grosso modo entre 5 et 8 000 euros. Bon, j'ai pris 6 000 euros ici sur un DTG et sur un EDD, la partie géomètre, d'accord. On a une taxe foncière et des charges de 5 000 euros. Alors pourquoi? Parce que j'ai mis taxe foncière à 3 000 euros par an et j'ai rajouté du coup 2 000 euros en plus de charges, on va dire un peu basique, on va dire. Ça pourrait être beaucoup plus d'ailleurs, mais bon, partons sur ce chiffre-là. On n'a pas d'assurance dommage ouvrage et notre notaire qui va, sur la base des documents du géomètre, il va établir lui le règlement de copro. Donc il y aura pas mal d'allers-retours avec le notaire. 3 000 euros, c'est pas ultra cher, mais vous pouvez payer 3 à 4 000 euros, on va dire, pour le travail du notaire là-dessus. Gardez en tête que ce coût géomètre plus notaire, donc 9 000 euros sur ce projet, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer en frais à vos futurs acquéreurs en fonction de leur tantième. Donc s'il y a quelqu'un qui achète un appart qui représente à peu près 10% de la copropriété en termes de tantième, on peut lui appliquer une quote-part liée à la mise en copropriété. C'est-à-dire qu'on va lui dire, Coco, tu payes 900 euros en plus. Tu payes le prix d'achat, les frais d'agence, frais de notaire et les frais de mise en copropriété. Donc là, toujours dans la même logique, on va pas se dire on paye rien parce que finalement il faut quand même le prendre en compte dans l'apport, etc. Mais garde en tête que, alors c'est toujours accepté parce que bien évidemment c'est un usage assez basique de répercuter les frais de mise en copropriété au futur acquéreur via cette quote-part lorsqu'on fait une vente. Mais on va pas le prendre en compte dans les prix de sortie. C'est-à-dire qu'on va se dire, pareil, pas bonne surprise parce que ça sera le cas, mais on préfère avoir un petit coussin de sécurité. Donc là, si quelqu'un achète l'équivalent de 10% des tantièmes, on va lui appliquer 900 euros. Et une fois qu'on aura tout revendu, ça nous aura remboursé notre géomètre et notre notaire. Pas de plan ici, pas d'architecte, pas de maître d'œuvre, pas d'Enedis, pas de Veolia, et on a vu qu'il y avait des compteurs partout. Hop, et les compteurs ELEC, j'aurais pu mettre des compteurs d'eau aussi, donc on s'embête pas avec Enedis et Veolia, d'ailleurs c'est beaucoup mieux, parce que on connaît la tannée de passer par eux. Donc là on a un coût total du projet à 815 000. Ok, sur la même base de la même ventilation, apport, crédit, on a 200 000 euros à sortir d'apport. Toujours nos petites commissions qui font plaisir à 6 000 euros. Donc là, on a quand même 18 000 en plus à prendre en compte. Vous voyez, dès qu'on commence à avoir des gros budgets, c'est des commissions qui commencent à devenir assez importantes. Donc on a un coût total à 833 000, un apport total sur le projet à 222 000. On a bien 10 appartes, une surface de 291 mètres carrés. On finit à 2 866 euros du mètre. Alors on va faire un petit focus justement sur les prix de sortie. Alors, on a mis tous nos logements, on a été très scolaire, très bon, et on met aussi le bar en bas, le commerce. Ok, on met les surfaces ici, très important, on met les types de biens. Donc on a beaucoup de T1, vous voyez, et un T3, et les prix au mètre carré. Alors, là, quand même, on a fait une petite étude DVF, parce que aller sur bien ici à Croissy-Beaubourg, à mon avis, ça va pas être facile. Donc c'est pas aussi liquide que Paris. Donc si on va à Croissy-Beaubourg et qu'on regarde, on a dit que c'était des appartes entre combien et combien? Allez, entre 15 et 72 mètres carrés. C'est pas dit qu'on ait beaucoup d'occurrences. Allez, 15 et 75 mètres carrés à Croissy-Beaubourg. Voilà. Je sais pas si ça l'a pris en compte, mais on a intérêt à aller sur des VF. Ouais. Tu vois? Donc, ça veut pas dire que c'est un projet pourri. Ce qui est sûr, c'est que sur le portage, on sait. Alors, il y a beaucoup d'annonces par ailleurs. Là, à Croissy-Beaubourg, je sais pas si j'ai fait une erreur dans le. Non, c'est bien ça. Je peux faire de boulettes. Ok. Donc là, on est obligé d'aller sur DVF. Et sur DVF, qu'est-ce qu'on voit? Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait comme recherche? Croissy-Beaubourg, 3 km aux alentours. Entre 2021 et 2024, on cherche des appartes et on a cherché, premièrement, entre 12 et 27 mètres carrés. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure et on le sait, d'une manière générale dans l'immobilier, on va pas vendre le 72 mètres carrés au même prix que le 15 mètres carrés. Donc là, on s'est dit, on va regarder, on voit bien qu'il y a 3 types de biens dans cet immeuble. Il y a en gros les surfaces petites, entre 15 et 25. On a les surfaces intermédiaires, 35-39. Et on a 72 mètres carrés. Donc c'est important, attention, de bien faire une recherche sur ces 3 types de surfaces et on va voir la différence. C'est-à-dire que là, on a quand même pas mal d'occurrences dans le secteur entre 12 et 27 mètres carrés. Tu vois, il y en a pas mal. Bon, après, on est allé ultra long en historique. On est allé jusqu'à 2021. Je déconseille, par contre. Je pense qu'il faut plutôt regarder surtout que après le Covid, il y a eu une petite distorsion de marché et il y a des prix qui n'étaient pas très cohérents. Donc, il faut plutôt regarder sur la dernière année, on va dire. Et qu'est-ce qu'on voit? On a grosso modo des prix de sortie en moyenne. Ça reste une moyenne. Elle est d'environ 5 000 euros du mètre.
Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer sur ces surfaces-là 5 000 € du mètre. Ok. On fait la même recherche sur les surfaces intermédiaires, donc entre 30 et 45 mètres carrés. Pareil. On voit qu'on est plutôt à 4 000 € du mètre sur ces surfaces-là. Et ensuite, on regarde les grandes surfaces, entre 68 et 78, parce que pour rappel, on avait 72 mètres carrés. Et là, on est plutôt à 3 000 € du mètre. Donc tu vois, si on s'était dit on gagne du temps, on fait qu'une recherche rapide et on applique 5 000 partout, ben on serait quand même passé à côté de des 2 000 € de décote sur le 72 mètres carrés et des 1 000 € de décote sur les 39 et 35. Et si tu fais 1 000 € fois 74 000 plus 2 000 fois 72, donc 144 000, bah t'as vite 200 000 € en l'air. Donc attention de bien affiner les prix de sortie en fonction des surfaces. Et là, il y a plein de gens qui se font piéger en disant bah c'est simple, ça vaut tant parce que je sais que sur Meilleurs Agents, Croissy-Beaubourg, ça vaut 5 000. Non, les surfaces impliquent un prix différent. Le bar, on l'a pas valorisé. Pourquoi? Pareil, coussin de sécurité et surtout beaucoup plus compliqué, surtout quand il est vide, d'évaluer une surface commerciale. Aujourd'hui, les surfaces commerciales, les locaux commerciaux, les bureaux, etc., sont quand même bien valorisés en fonction de la rentabilité. Là, on va pas s'amuser à évaluer le loyer d'un bar à Croissy-Beaubourg. Déjà qu'on voit pas de biens à la vente. Si on va chercher les locaux commerciaux, les loyers de locaux commerciaux à Croissy-Beaubourg ou de bureau, hop, et il fait 40 mètres carrés, donc on va mettre entre 20 et 60. Hop. Bon, ben voilà, tu vois. Et alors, bon courage après, on n'a pas de DVF sur les loyers des locaux commerciaux. Donc là, on s'est dit, pareil, coussin de sécurité, ça vaut quelque chose, forcément, mais on n'a aucune idée de combien on peut valoriser ça. Alors oui, peut-être ça va se louer, je sais pas, 1 000 €. Mais on sait pas. Donc quand on sait pas, on s'abstient. Et surtout, ça nous fait la bonne surprise par la suite. Surtout que, quand on voit le calcul de marge, derrière, on se dit, ok, c'est pas trop mal. Donc on vend à 1 237 000. Notre agent, il va nous prendre nos 4%, donc 50 000 €. Ça nous fait un prix net vendeur à 1 187 000. On a pareil nos intérêts, donc on est un peu en dessous, on l'a vu tout à l'heure, à 2,7 plus 3,5. Donc on paye 38 000 €. Et là, en plus, à Croissy-Beaubourg, on a bien vu l'état du marché à la vente. C'est pas un secteur qui est du tout liquide. En tout cas, voilà. Et aujourd'hui, on a une annonce. Hein. Ah, pardon, ça c'est sur un local commercial. Si je mets sur un appart, ok. Donc tu vois, on n'a pas grand-chose. Donc en fait, là, l'année de commercialisation, il faudrait limite mettre 2 ans. Tu vois. Et on va faire l'exercice. On va faire x2. Parce que là, on se dit, tiens, c'est pas impossible que je galère un peu à vendre. Il y aura forcément des ventes. Mais parce qu'il y a eu, on a vu sur DVF, il y a quand même des transactions. Mais voilà. Donc là, on prend en compte 2 ans de commercialisation. On est vraiment ceinture bretelle. Ça nous fait une marge. Il y a aussi l'idée que là, tu as 10 lots, du coup, c'est ça, 11 en fait, en réalité. Donc là, tu es en train de modéliser quelque chose de très conservateur dans le sens où tu dis que tout sera vendu d'un coup dans 2 ans, alors qu'en réalité, tu auras peut-être vendu 1, 2, 3 lots qui vont réduire ton crédit, donc réduire le portage. Mais ça, c'est pas facile à modéliser, quoi. Alors d'une part, c'est pas facile à modéliser, et on garde l'état d'esprit on a un coussin de sécurité, worst case scénario, etc. Tu vois, si ton projet, et tu vas voir, on va voir un peu plus bas, on a 34% de marge. Donc tu vois, avec tous les coussins de sécurité, on prend pas en compte le fait d'appliquer les frais de mise en copropriété aux futurs acquéreurs. On valorise pas le bar. On prend en compte 2 ans de portage, même si on sait qu'on va forcément vendre quelques lots et ça va nous faire baisser notre coût financier. On est encore à 34% de marge, tu vois. Donc là, tu te dis, ok, ça commence à être intéressant. J'ai envie de creuser vraiment ce projet. On enclenche la visite, on enclenche la revue documentaire, on commence à se renseigner, etc. On appelle les agents, les prix de sortie, etc. Si tu es à 34% en disant, je peux avoir des bonnes surprises, ça vaut le coup de vraiment regarder de près. Et après, les mêmes calculs classiques, on applique notre IS, donc 280 000 € de marge brute, on finit à 200 000 € de résultat net après IS, donc on a bien 34% de marge, et même le scénario pessimiste, tu vois, donc on vend encore 10% moins cher que le prix de marché en fonction de DVF, etc. On atteint pas loin de 20%,
Et le scénario optimiste, bon, à voir. On a quand même moins dans ces zones-là qui sont un peu moins liquides de scénarios optimistes qui se réalisent. À Paris, on peut tomber sur entre guillemets le pigeon qui a un coup de cœur et qui achète 1 000 euros de plus que le marché. À Croissy-Beaubourg, on va pas avoir le pigeon. Donc, en gros, gardez plutôt en tête ces deux scénarios-là quand on a les zones un peu moins liquides. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre résultat net sur apport, donc c'est bien, hein, tu vois, on a mis 220 000 euros d'apport. En fait, on fait pas loin de x2. C'est-à-dire qu'on peut sortir sur cette OP à plus de 400 000 euros, en fait, directement sur cette OP. On a mis 200, on finit à 400. En gros, je la fais très courte. Mais ça reste un projet avec une très belle marge, tu vois. Avec quelques complexités, avec un énorme nombre de lots à vendre. C'est-à-dire que souvent sur ces projets-là, tu vois, on a un projet à 831 000, plus des coûts financiers qui vont être, allez, on va dire, vite de 50 000 euros, on va dire, pendant la durée du portage. Donc, ça nous fait combien? Ça nous fait, allez, 900 000 euros, on va dire. 900 000 euros, tu vois, il faut vendre, c'est ça, il faut vendre 8 lots. Ta marge, elle est sur les 2 derniers lots, en fait. Ouais. Tu vois? Et donc, tu vois, c'est-à-dire que tu es content, tu as une première offre, etc. Il y a encore du chemin avant d'avoir tes 400 000 euros à la sortie. Donc c'est pour ça. Et tu sais pas, peut-être que les 2 derniers lots, en fait, il n'y a pas une annonce aujourd'hui sur Croissy-Beaubourg. Donc va t'amuser à en vendre 10, tu vois. Donc c'est pour ça. C'est des projets où tu souffles et tu es un peu rassuré quand tu es arrivé au bout. Et quand tu as vendu tes 2 derniers lots, et là tu dis, ok, c'était la belle OP, et là tu en parles aux potes quand tu vas dîner en disant, j'ai fait 400 000 euros. Mais, enfin j'ai fait 200 000, j'ai sorti 400 au total. Donc voilà, c'est un peu la logique du marchand, et c'est comme ça qu'on monte un PP en réalité. Là, pour la commercialisation, t'as modélisé, c'est les 30 000 frais d'agence, parce que tu imagines qu'il faut que tu toi, accompagné d'un bon agent justement pour t'aider à sortir à la vente tous ces lots. C'est les 30 000, c'est quoi les... Ah oui, c'est 49 000, c'est ça? T'as pris 4%, quand t'achètes, et après j'ai appliqué 4%. Alors effectivement, quand t'as beaucoup de lots comme ça, il y a pas mal d'agents qui vont te dire, t'es sympa, mais prendre sur 10 lots 5 000 euros par lot, peut-être qu'ils vont te dire 5 000, j'arrive pas à vivre, etc. Bon, il faut quand même lui vendre le fait qu'il en a 10, hein, donc 50 000 pour un agent IMO, surtout à Croissy-Beaubourg, ça lui fait son année. Hein. Donc je pense que tu arrives à négocier les 4%, voire un peu moins. C'est ça ta question? Ouais, non, j'étais justement en train de réfléchir par rapport à ton observation de juste avant, le fait qu'il faut que tu vendes 8 lots, donc c'est un gros volume pour pouvoir au moins être flat. Je me dis du coup, dans ce projet-là, dans ce profil de projet-là, la clé c'est la commercialisation, c'est vraiment le fait de pouvoir vendre tous ces lots. Parce que on pourrait se dire, et moi premièrement je m'étais dit, c'est bien ce genre de projet parce que c'était des lots qui sont à un prix qui sont assez bas, tu vois. Donc je me dis pour le budget des gens, c'est assez liquide, ça part assez vite. C'est mieux un truc comme ça qu'un gros, des gros ensembles qui sont plus onéreux. Et pour trouver l'acheteur, c'est compliqué. Donc tu diversifies le risque, mais t'es dit c'est quand même pas mal. Puis après je me suis repris en me disant mais géographiquement tu diversifies pas forcément parce que t'es tout dans le même immeuble. Donc il faut quand même qu'il y ait de la demande sur ce lieu-là. Donc c'est ça aussi un petit peu le pendant quoi. Non, c'est un très bon point, et vraiment la chose à analyser, si on est dans un secteur qui est pas type Paris ou qui est très liquide, on va regarder en valeur les prix de sortie. C'est-à-dire que tu vas, comme tu le disais, vendre beaucoup plus facilement des biens à 150, 200 000 jusqu'à 250 000 euros, en gros, parce que tu t'adresses à toute la population. À peu près tout le monde peut lever 200 000 euros près d'une banque. Il faut gagner, entre guillemets, 2005, 3000 euros par mois. Allez, t'y arrives, quoi. Et les gens ont un peu d'épargne, etc. Souvent, en plus, c'est la résidence principale. Les gens vont pas forcément faire du locatif à Croissy-Beaubourg. Dès que tu te mets sur des projets à 400, 500 000, on avait étudié un projet, pareil, dans le 77, où on avait que des petits lots, et ça tournait super bien. Même des VF, tout ça, les prix de sortie, on avait genre 40% de marge, et on avait un lot, donc il y avait que des lots de 25, 35, ça marchait, et un lot de 150 mètres carrés. Et en fait, en gros, si tu revendais pas ton lot de 150 mètres carrés, tu perdais de l'argent. Et en fait,
ça faisait direct un très gros budget. Le nombre d'élus, entre guillemets, des candidats à l'achat sur un 150 mètres carrés, et surtout, il faut se poser la question, si c'est un appart de 150 versus une maison, dès que tu as des gros volumes comme ça, les gens ont plutôt tendance à aller sur des maisons, surtout dans ces secteurs-là. Quel est l'intérêt d'avoir un appart de 150 mètres carrés dans un coin perdu dans 77? Tout le monde veut une maison. Tu vois, donc toujours se poser la question, à qui je m'adresse, qui sont mes futurs acquéreurs, et est-ce que, dans leur position, dans leur situation, j'achèterai cet appart ou cette maison, ou est-ce que j'ai le terrain suffisant? Toujours se positionner en tant que à la place du futur acquéreur et de se dire est-ce que ça fait du sens? Et parfois tu as des petites anomalies où tu dis ben non, l'appart OK, ça tourne bien en coloc, c'est un invest qui a fait un truc parce qu'on lui a vendu une super renta, et effectivement, il a une renta qui est pas trop mal, mais à la revente, c'est pas du tout liquide. Et les gens vont vite dire bah ouais, mais pour le même prix, j'ai une maison. Donc les gens ils vont pas acheter ton appart. Donc très bien pour du locatif. En marchand, tu risques de galérer à revendre ton appart de 150 mètres carrés en fond du 77. Yes, carrément. Il y a eu, je regarde un petit peu les questions, j'ai répondu un peu pendant que tu présentais. Il y avait des questions sur les frais de notaire, pourquoi ils sont si bas, donc on est d'accord, c'est 3% parce qu'on est en activité de marchand. Ensuite, il y a une question sur le portage. Donc, qu'est-ce que c'est que le portage? Donc, j'expliquais que c'était le moment, en fait, quand tu es encore sous crédit, que ton crédit n'est pas encore remboursé, finalement, c'est pas forcément. Donc, tu as un prêt sur 24 mois, tu peux porter sur 2 mois si jamais tu vends au bout de 2 mois et que tu rembourses ton crédit, c'est un portage de 2 mois. La question suivante, le follow-up, c'était qu'est-ce qui se passe si jamais on dépasse les 24 mois? Et là, bah, moi, je dirais, mais tu me diras, mais moi, je pense qu'il faut viser clairement pas. Enfin, c'est un peu vraiment la ligne rouge, quoi, parce que 24 mois, il faut demander une prorogation tout simplement à la banque, mais ça nous met en très mauvaise situation pour redemander du crédit derrière. Donc, moi, je dirais, bazarde le truc, quitte à marge négative si c'est le cas, quoi. Il faut liquider. On est d'accord. Et t'as une autre question, qu'en est-il de la TVA? Dans quel cas on doit payer de la TVA? C'est vrai que tu as mis 0 là sur Non, dans ces deux cas, t'as pas de TVA. Dans ces deux cas, t'as pas de TVA. Tu vas avoir effectivement de la TVA sur certains projets ou des projets soit de construction, soit des détachements de terrain à bâtir, etc. Si tu as un terrain sur lequel il n'y avait pas de construction déjà. Donc là, j'ai pris les deux cas très basiques. Et dans 90% des cas, vous n'allez pas vous soucier de la TVA en réalité, dans la partie marchand. À moins de faire des permis d'aménager, de faire de la construction, etc. Toi, j'imagine, tu t'es jamais posé la question de la TVA non plus. Et c'est vraiment, c'est un peu ça, quand les gens commencent à mettre le nez dans le parti marchand, ils vont passer des semaines à essayer de modéliser les calculs de TVA, tout ça. Ça va vous arriver une fois en 10 ans, en fait. Enfin, à moins de se spécialiser sur, je sais pas, la construction, les permis d'aménager, enfin, mais sur des sujets assez spécifiques. Un marchand qui commence et qui se pose les questions de TVA tout de suite, peut-être qu'il s'attaque pas aux projets les plus normaux pour un marchand en début d'activité, en fait. Parce que tu vas pas faire une surélévation sur ton premier projet, tu vas pas construire vraiment sur ton premier projet. Enfin voilà, en gros, faites des immeubles. Les plus simples, c'est quoi? C'est l'appart à rénover. C'est pas très compliqué. Tu crées une pièce, tu crées de la valeur. Il faut créer de la valeur toujours. Ou tu mets en copro. Il y a plein de gens aujourd'hui qui vendent des immeubles de rapport en monopropriété et qui se font assassiner sur les offres, en fait. Et c'est comme ça, nous, après, je suis pas en train de me plaindre parce que nous, ça nous permet de faire des belles OP parce qu'on fait des offres à la casse. Mais je suis à la place du vendeur. C'est pas très compliqué de mettre un immeuble en copro et de revendre 4 lots au lieu de vendre un immeuble gros, parce qu'on revient sur le sujet tout à l'heure de la liquidité en fonction du prix de vente. Tu vends un immeuble à 500 000 euros, ben, c'est beaucoup moins liquide que si tu vendais 4 appartes à, 130 000 euros, quoi. C'est ou 125. Tu vois, enfin voilà. Et alors que ça t'a coûté 8 ou 10 000 euros, il faut un peu, faire des allers-retours avec un géomètre, avec un notaire. Ça prend 2-3 mois, mais derrière c'est quand même beaucoup plus simple à revendre et tu vas revendre surtout beaucoup plus cher. Tu vends un appart un immeuble en monopropriété, tu vas recevoir des offres ultra basses. Tu vas te dire mais sur mes agents on m'a dit que ça valait tant. Ouais mais non, mais tu t'es pas embêté à faire la mise en copro, donc tu te fais assassiner. Donc les vendeurs, juste, après, ils sont pas au courant, c'est pas des pros de l'IMO, ils ont peut-être hérité de ce truc, ou ça fait 40 ans qu'ils l'ont, ils se disent, de toute façon, je gagne de l'argent quoi qu'il arrive, mais tu peux vraiment passer du simple au double en faisant une revente à la découpe. Et ce que j'ai pas dit d'ailleurs sur l'immeuble de Croatie, très important. Donc là, on a 10 appartes vides, très important. C'est-à-dire que si on avait acheté avec 10 appartes occupés, c'était pas du tout la même histoire, hein. Avec la loi Aurillac, tu sais que si tu as plus de 5 lots
en fait, tu es obligé de proposer au locataire. Enfin, si tu rachètes et que la préemption n'a pas été proposée au locataire par le vendeur actuel, toi, tu es obligé quand tu achètes de prolonger pendant 2 durées de baux. Donc, tu vois, nous typiquement, quand on regarde des immeubles pour acheter, pour vendre à la découpe, soit on va aller sur des immeubles qui peuvent être occupés, mais attention au coût de portage, il faut prendre en compte le fait que tu vas peut-être galérer à les faire sortir, et dans ce cas-là, peut-être tu as une durée de portage qui est un peu plus longue. Soit dès que tu as plus de 5 lots, il faut que tes apparts ils soient vides. Sinon, tu vas te taper les locataires pendant quelques années et tu rentres pas dans les 24 mois. Là. Donc attention à ça, soit c'est vide, soit on a moins de silos, et dans ce cas-là, on peut discuter. Yes, non, c'est une bonne stratégie. Effectivement, faut taper dans ce genre de typologie en fait. La TVA, c'est plus quand tu fais vraiment du neuf aussi, hein, quand tu remets à neuf certaines choses dans la rénovation. Oui. Donc, il faut juste faire attention si tu prends un bien vraiment dégradé et que tu refais tout, les huisseries, le sol, le plafond, mais vraiment même le plancher, des éléments structurants de la bâtisse. Là, tu peux commencer à te poser la question, mais je suis d'accord, c'est pas la première question à se poser parce que dans la majorité des cas, c'est pas le cas quoi. Oui, d'accord. Top. Marchand de biens, faut-il le faire sous forme de SASU, SCI ou micro? Je crois pas que ça soit. Droit, Voilà, c'est ça. SCI, t'as pas le droit. Hein. Enfin, t'as pas le droit. Il y a des gens qui le font une sorte d'activité de marchand déguisée en SCI et ça peut passer une fois. Mais il faut être en société, hein, SAS, SASU, etc. Sinon, ça passe pas. Si tu commences à enchaîner, que quelque part tu te projettes pour vraiment devenir entre guillemets marchand de biens, avoir une activité récurrente en faisant plusieurs projets, il faut monter une société de marchand de biens. Il faut que dans les statuts, ce soit écrit que tu es marchand de biens, etc. En SCI, tu vas le faire une fois et personne va rien te dire. Mais dès que tu vas vouloir enchaîner, puis c'est pas très viable sur la durée, quoi. Tu vas faire quoi? Tu vas faire une SCI à chaque fois? Enfin, non. Fais ta société de marchand. Si tu penses que tu vas avoir effectivement le deal flow pour enchaîner peut-être une OP par an, hein, il faut pas se dire je vais tout de suite faire 5 OP la première année. Hein. Si tu te dis je vais faire une OP par an, ben ça vaut le coup de faire sa société de marchand. Yes. Bon, bah, c'était cool. Franchement, tu vas mettre, j'imagine, c'est du fichier à dispo aussi pour les personnes qui le souhaitent. Ouais. Alors je te laisse, comme la dernière fois, mettre les liens à dispo. Moi après, j'ai une demande à chaque fois que quelqu'un veut accéder au fichier et j'accepte la demande. Et dans ce cas-là, les gens pourront télécharger le fichier. Ouais. Top. Bon, ben on va. Ouais, n'hésitez pas donc à faire la demande. Moi, je vous envoie les liens. Et puis, bah, on remettra la vidéo peut-être en quelques semaines officiellement. Donc, vous avez eu la priorité pour vous qui êtes dans le direct. C'est chouette, c'est vraiment cool. C'est le sujet du moment. On le disait en off. Hein, c'est tout le monde cherche à faire du marchand, donc c'est vraiment apprécié d'avoir autant de transparence que tu nous donnes aujourd'hui, Sylvain, sur ce sujet-là. Bah, merci à vous de nous avoir suivis. Ouais. Et si tu veux que les gens te rejoignent quelque part, n'hésite pas. Ouais, bah, sur mon blog, effectivement, Investimob, donc tu l'as écrit là, investimob.fr. Ils peuvent me contacter, il y a mon numéro de téléphone directement. Alors, mon blog, il est pas du tout sur l'activité de marchand de biens. J'échange avec plein de marchands. Bien sûr, j'ai un réseau de gens qui veulent être marchands ou qui ont des opérations, qui peuvent me les proposer, etc. Moi aussi, parfois, ça m'arrive de proposer des projets plus en locatif qui sont issus d'opérations de marchands. Moi, mon activité, comme tu le sais, c'est plus sur le locatif. Hein. J'accompagne des investisseurs à faire des projets rentables ou moins, ou plus sécurisés pour le coup, dans le locatif, que ce soit à Paris ou un peu partout en France. Et via mes partenaires chasseurs, j'ai tout un réseau de chasseurs qui m'envoient des opportunités tous les jours et que j'envoie aux investisseurs qui m'ont contacté et qui m'ont dit, bah, Sylvain, moi, je cherche un T2 à Paris intramuros avec une renta entre 4 et 5% net, ou je veux faire de la courte durée en province, parce qu'à Paris, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, dans un local commercial, un bureau, etc., pour avoir des rentas de l'ordre de environ 8% net après conciergerie. Donc ça, c'est vraiment l'activité qui est liée au blog, effectivement. Mais après, je suis preneur d'échanges avec tout investisseur, que ce soit la partie marchand, locatif, etc. Ça fait maintenant 8 ans que je fais ça et j'ai dépassé les 1000 appels, je crois, avec beaucoup d'investisseurs. Donc autant dire que de la valeur, j'en ai reçu et j'en ai donné pas mal aussi. Excellent. Donc profitez-en, prenez contact avec Sylvain et vous ne serez pas déçus. Au moins vous progresserez dans la réflexion et l'approche. Moi, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs au tout début. Hein. Donc, yes, c'est vrai, je me rappelle ça bien. Il y a longtemps maintenant, ça fait au moins 6-7 ans, je pense. Hein. Ouais, c'est clair. C'est cool. Merci beaucoup Sylvain, merci à tous. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Salut.